Bien. Nous allons commencer et pour commencer, il faut d'abord donner les étapes que l'on va suivre pendant ce cours. Le plan pour que vous puissiez vous y retrouver. La première heure, nous venons de faire l'introduction. Là, nous allons faire qu'est-ce que la philosophie morale. Ensuite, nous allons faire qu'est-ce que le bien. En 4, nous allons faire qu'est-ce que le mal. En 5, nous allons interroger ce qu'est la personne humaine. En 6, nous allons voir ce qu'est la liberté et l'aspect volontaire. En 7, nous allons voir les critères de qualification de l'acte moral. Je prends un peu de temps pour celui-là. Les critères de qualification de l'acte moral. Et enfin, nous verrons la finalité de l'homme. De l'être humain, entendez. Ça vous va ? Mais si ça vous pas, oui, voilà, si ça vous va pas, on s'en fout en fait. Alors, qu'est-ce que la philosophie morale ? Alors, pour ne pas trop dépayser certains adeptes ici de l'institution dans laquelle vous êtes, j'ai voulu commencer par un texte de Thomas d'Aquin. Comme ça, voilà. Malgré mon côté un peu de gauche, je rentre dans les clous. Un texte de Thomas d'Aquin. Alors, vous voyez, le texte vient d'un livre qui s'appelle Sententia Ethique. Alors, c'est une abréviation, évidemment. C'est le commentaire de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Thomas d'Aquin est un moine du XIIIe, XIVe siècle qui est un dominicain et qui a participé justement au fait que Aristote trouve ses lettres de noblesse dans l'université, avec son maître Albert le Grand, notamment. Et il a commenté un livre qui s'appelle L'éthique à Nicomaque. Alors, l'éthique à Nicomaque, éthique, plus loin, plus loin, Nicomaque, en un seul mot, N-I-C-O-M-A-Q-E. Éthique à Nicomaque. Aristote a écrit ce livre qui est une œuvre absolument magistrale. Je crois qu'on n'a pas réussi à atteindre, d'un point de vue de la philosophie morale, quelque chose de plus complet. Il y a eu des percées sur d'autres philosophes, mais en termes de volume, sur tout ce qui a pu être traité par rapport à la philosophie pratique qu'est la morale et qu'est l'éthique, Aristote, on va dire, c'est un de ses génies. Et notamment, je vous ai pris le livre 1, la leçon 1 et le numéro 1. Bref, c'est le tout début du commentaire. Et en fait, avant chaque commentaire, Thomas d'Aquin fait quelque chose. C'est qu'il va faire ce qu'on appelle un proème. Proemium. P-R-O-E accent circonflexe M-E. C'est une introduction qui a pour but de vous rendre docile, attentif et bienveillant. Docile, c'est-à-dire que le but, c'est que vous puissiez savoir à peu près où est-ce que vous allez être conduit. Attentif, parce qu'on va vous montrer qu'il y a des petits soucis. Et bienveillant, parce que c'est intéressant d'étudier la matière. En gros, c'est une introduction de cours. Et alors, dans ce texte, donc, issu du commentaire de l'éthique à Nicomaque d'Aristote par Thomas d'Aquin, voici ce qu'il dit. Comme le philosophe le dit. Alors, petite parenthèse, vous verrez en fait ce que je fais. Je lis le texte et je commente le texte au fur et à mesure.
et après je vous fais une espèce de petite synthèse. D'accord ? Comme le philosophe le dit, le philosophe avec un P majuscule dans les textes médiévaux, c'est Aristote. Il niaise pas du tout. Hein. Au Moyen-Âge, il y a un philosophe, c'est Aristote. Après, il y a Platon, on l'appelle Platon, Socrate, on l'appelle Socrate, et compagnie. Mais le philosophe, c'est Aristote. Et les moines catholiques du Moyen-Âge, par contre, quand vous voyez écrit le commentateur, celui qui a le mieux commenté Aristote, est-ce que vous savez qui c'est ? Non. Avicenne. Auteur arabe qui a énormément commenté Aristote. Arabe, musulman et compagnie. Et en fait, tous les moines catholiques disent, quand vous voyez écrit le commentateur, c'est Averroès. C'est Avicenne. Un petit doute là. Le résultat, je me suis mis un petit doute là. Peut-être Averroès. Je vérifie pour demain et je vous le dis. D'accord ? Donc, comme le philosophe le dit au début de la métaphysique, il appartient aux sages d'ordonner. Alors là, c'est une thèse qui est très présente au Moyen-Âge, qui est un peu contestable aujourd'hui, mais justement, il va un peu l'expliquer après. La raison en est que la sagesse est la perfection la plus puissante de la raison, dont le propre est de connaître l'ordre. Vous voyez que, bon, Thomas d'Aquin commence déjà à nous faire une petite glissade, pas très honnête. Parce que le propre du sage, c'est d'ordonner, donc de mettre un ordre. Pourquoi ? Parce que la sagesse nous permet de connaître l'ordre. Oui, mais c'est pas parce que tu connais quelque chose que tu vas l'appliquer. La preuve, en pharmacie, tu connais tous les poisons. Ça ne veut pas dire que tu vas empoisonner tout le monde, quoi. La connaissance n'implique pas l'action. Donc c'est étonnant qu'il commence par nous dire ça. Bon, est-ce qu'il est en train de nous en mettre une ou pas ? En effet, même si les puissances sensitives, entendez les sens, connaissent les choses de manière absolue, cependant connaître l'ordre d'une chose en regard d'une autre appartient à la seule intelligence ou raison. Alors, quand il dit connaître l'ordre d'une chose en regard d'une autre, c'est que il sous-entend que vous connaissez la définition de la sagesse. Donc je vous pose la question, à vous qui êtes des génies, qu'est-ce que c'est la sagesse ? Ce qui est bien dans ce silence, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a les gens qui réfléchissent, il y a les gens qui attendent que les gens qui réfléchissent aient fini. Et là, il y a les gens qui se disent, mais qu'est-ce que je fous là ? Ouais. Ah, c'est un superbe punchline. Génial, sors là, vraiment sors là en dîner mondain, il n'y a pas de problème. En vrai, si ce que tu dis, c'est vrai, à savoir que la sagesse sait savoir que l'on ne sait pas, ça veut dire que tu sais ce que c'est que la sagesse. Donc que tu n'es pas sage. Oui, c'est facile de le reconnaître. Non. Non, la sagesse, ce n'est pas reconnaître que l'on ne sait pas, d'abord. Ça, c'est Socrate qui le dit, oui. Je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais pas. Et je suis le seul à savoir que je ne sais pas, parce que les autres pensent savoir. Mais moi, je sais que je ne sais pas. Bon, ça, c'est une démarche d'humilité. De savoir quelles ne sont pas nos connaissances. C'est vrai. Et c'est sage. Et tu as raison dans ce sens-là. C'est sage. Mais la sagesse, ce n'est pas ça. Sinon, on dirait des enfants qu'ils sont sages. Or, la preuve, parfois, ils ne sont pas sages. Sinon, on ne leur dirait pas « sois sage ». Donc, qu'est-ce que c'est que la sagesse ? Ouais. C'est connaître la justice. C'est connaître la justice. Waouh, c'est beau. C'est quoi la justice ? Ça fait ce qui est droit dans l'esprit et dans la vérité. Ce qui est droit dans... Là, tu m'as paumé, là. Ah voilà, ça y est. Là, en fait, dès que ça devient un peu métaphorique, moi je suis largué. Ce qui est droit dans l'esprit. Je comprends pas ce que c'est. Et toi non plus. Bah d'accord. C'est super. T'emploies des mots, puis on y va.
Non, mais vous savez ce que c'est que la justice. Mais c'était pas mal, être dans la justice. On comprend l'idée. Mais la sagesse, vous savez ce que c'est. Allez, faites un effort. C'est quoi la sagesse? Bon, on va y aller pédagogiquement. Oui. J'aurais dit que la sagesse, c'était chercher la vérité et aussi agir en fonction de la vérité que l'on pense déjà connaître. Ok, super. C'est pas mal. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu derrière, c'est chercher la vérité et agir selon la vérité que l'on pense avoir connue. Vous voyez, donc il y a une espèce d'idée de cohérence. Mais dans un premier temps, tu as raison, c'est plutôt intellectuel. Chercher la vérité. Dans le fond, tu voulais dire quoi? Vivre en harmonie avec soi-même. T'es schizophrène ou pas? Non, c'est pas mal ce que tu dis, évidemment. En gros, le sage, souvent, quand on vous représente un sage, ça va dans ton sens, c'est une personne vieille. On te présente une vieille personne dans tous les films, les séries, les comme ça. Celui qui doit incarner la sagesse, ça doit être un vieux. Pourquoi? Parce que le vieux, justement, eh bien, il est plus tiraillé intérieurement. Il est plus dans un état de désintégration intérieure. Il est en paix avec lui-même, comme tu disais. Mais ce que tu me présentes est plutôt une sagesse de type religieuse. Hein, quasiment bouddhique. Tu vois alors que justement, c'est pas la sagesse philosophique. Bien que ça puisse découler sur ça. Oui, déboucher sur ça. Non, la sagesse, pour aller dans le sens de votre camarade, c'est connaître les choses dans leur cause. Avec leur cause. Celui qui est sage dans un domaine, c'est celui qui connaît les choses dans leur cause véritable. Il y a différents types de sagesse, mais il y a des sagesses, par exemple, l'élection américaine. Il y a des gens qui ont une sagesse de ce phénomène-là. Ils savent quelles sont les causes véritables qui font qu'il y a tel candidat qui arrive, etc. Il y en a d'autres qui ne les ont pas du tout. Mais tu prends n'importe quelle autre... l'histoire. L'histoire, il y a une sagesse de l'histoire. Comme il y a une sagesse de la science. Il y a une sagesse du droit, il y a une sagesse de tout ça. Une connaissance des choses dans leurs causes les plus hautes. Et donc, justement, quand il dit « connaître l'ordre d'une chose en regard d'une autre appartient à la seule intelligence ou raison », c'est parce que la sagesse, c'est ce qui vous donne de connaître, par exemple, pour connaître réellement cette bouteille, il faut que je la connaisse dans des causes particulières. Exemple, si je ne connais pas sa finalité, si je ne connais pas sa cause finale, son utilité, alors je vais dire, bon, bah, c'est un gourdin en fait. J'ai perdu 4 neurones d'un coup. Non, ça sert juste à ça. Si je ne connais pas sa matière, je vais la mettre sur une plaque électrique et je vais dire, allez, je vais me réchauffer mon petit Orangina. Si je ne connais pas celui qui l'a fait, eh ben je vais pouvoir dire, bah en fait, en achetant ça, je participe à la cause des pauvres. Double négatif, donc c'est compliqué. Et enfin, si je ne connais pas ce que c'est, eh ben je peux en boire toute la journée en me disant que je me fais du bien à la santé. Vous voyez? Alors que le sage, il sait que c'est une bouteille, donc c'est utilisé pour boire, je ne vais pas m'en servir pour taper des gens. Qui l'a fait? Bon, a priori, c'est la marque, je sais plus quoi, c'est Coca-Cola, je crois d'ailleurs. Hein, bon, je sais plus. Qui fait ça. En quoi c'est fait? C'est vraisemblablement en plastique recyclé, mais ça ne va pas sur la plaque électrique. Et enfin, le contenu n'est pas forcément si bon que ça pour la santé. Et donc le sage, une fois qu'il connaît les choses, se dit « je n'en bois plus jamais ». Moi, je ne suis pas sage. Je suis juste philosophe. Ça nous dédouane de beaucoup de choses. Donc, vous voyez, c'est ça quand il dit connaître l'ordre d'une chose en regard d'une autre. Or, on trouve deux ordres entre les choses. Il y en a entre les parties d'un tout, ou d'une multitude, à la manière dont les parties d'une maison sont ordonnées entre elles. Et ensuite, il y a l'ordre que les choses entretiennent avec leur fin. Très bien. Regardez cette salle, par exemple.
Cette salle, les parties sont ordonnées les unes aux autres. Vous voyez, le mur là n'est pas situé au milieu. Ce qui ferait qu'en fait tout le bâtiment se pèterait la tronche, vous voyez. Il est plutôt bien placé. D'accord ? Mais il y a un deuxième ordre, c'est l'ordre que cette salle a avec son utilité. Elle sert à quoi cette salle ? À faire court. Donc toutes ces parties-là, vous allez les envisager en fonction de l'utilité du cours. Donc évidemment, c'est une salle qui est spacieuse, aérée, on n'a pas besoin de pousser sur la voie pour parler, les chaises sont confortables, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, on arrive à bien entendre. Le prof est carrément centré par rapport à la salle, ce qui permet à tout le monde de le voir de la même manière. Il n'est pas décalé sur un côté pour être proche de la prise, par exemple. Voilà, c'est une salle parfaite. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec l'ironie. Il va falloir comprendre que ce que je dis n'est pas forcément vrai. Prendre au premier degré, d'accord ? Car comme le dit le philosophe au 11e livre de la métaphysique, l'ordre entre les parties de l'armée a pour cause celui qui entretient l'ensemble de l'armée avec son chef. C'est-à-dire que vous ordonnez une armée dans le but de la victoire. Et pas dans le but du fait que c'est joli, les parties entre elles, vous voyez. Par ailleurs, et là c'est la partie la plus importante, l'ordre se compare à la raison de 4 manières. Ne soufflez pas tout de suite, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Il y a en effet un ordre que la raison ne fait pas, mais qu'elle ne fait qu'observer. Comme il en est de l'ordre des choses naturelles. Il existe ensuite un autre ordre que la raison, quand elle pense, met dans son propre acte, par exemple lorsqu'elle ordonne entre eux ses concepts, ainsi que les signes des concepts qui sont les phonèmes dotés de sens. Il y a encore un troisième ordre que la raison, en y pensant, met dans les opérations de la volonté. Il y a enfin un quatrième ordre que la raison, en y pensant, met dans les choses extérieures, dont elle est elle-même la cause, comme dans l'armoire et dans la maison. 4 ordres possibles. Le premier ordre, c'est quoi ? C'est un ordre que la raison n'a pas fait et qu'elle ne fait que contempler, qu'elle découvre. Vous parlez avec un astrophysicien, et l'astrophysicien, il va vous dire, mais l'univers est ordonné. Il y a des lois. Et c'est pas l'homme qui a écrit ces lois. La matière est convertible en énergie. C'est mathématique, ça fonctionne, c'est une loi. C'est pas l'homme qui l'a fait. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que l'homme l'a pas fait que c'est forcément un ange qui l'a fait, un dieu qui l'a fait, Bouddha qui l'a fait. Non, non, non. Mais ça n'est pas l'homme qui l'a fait. Que les animaux se comportent de telle manière, ce n'est pas l'homme qui l'a voulu. Que les plantes se comportent de cette manière-là, ce n'est pas l'homme qui l'a voulu. Bref, l'intelligence contemple un ordre qu'elle n'a pas fait. Ensuite, elle est capable de contempler un ordre dans sa propre activité. Exemple. Vous allez faire un peu de logique. Vous avez commencé à en faire ? Oui ? Oui ? Bon, c'est pas un cours facile, courage. Mais il y a une manière avec laquelle votre intelligence fonctionne qui ne dépend pas de vous. Votre intelligence fonctionne comme ça. Par exemple, pour définir quelque chose, vous pouvez me définir l'amour, s'il vous plaît ? Vous savez ce que c'est l'amour. Donc allez-y, définissez-moi l'amour. Un sentiment d'attirance entre deux personnes. Ok, super. T'as vu ce que t'as fait ? C'est-à-dire que t'as pris d'abord un gros truc, le sentiment, un espèce de gros bol. Il y a plein d'autres sentiments. Il y a la haine, il y a le désir, il y a la colère, il y a des trucs comme ça. Et donc dans ce gros bol, t'as essayé de le distinguer, l'amour, de tous les autres. Et donc t'as donné un truc en plus. D'accord ? Ce qu'on appelle le genre plus la différence spécifique. Mais ça, quel que soit l'âge, quelle que soit la personne, quand vous essayez de définir quelque chose, votre intelligence fonctionne comme ça. Commun, distinct. C'est un ordre que l'homme n'a pas fait et que l'homme va contempler. Il y a un troisième ordre que l'homme va contempler et qu'elle ne va pas faire que contempler, elle va le mettre. L'intelligence va mettre de l'ordre dans les opérations de la volonté.
Alors, ce matin, quand tu t'es réveillé, d'accord, ton intelligence et ta volonté étaient peut-être au radar, peut-être que c'était pas encore tout à fait bien décidé. Mais petit à petit, au fur et à mesure de ton réveil, tu t'es mis à ordonner tes actions. Soit par habitude, hein, c'était déjà des choses qui étaient faites, soit tu as fait quelque chose un peu étonnant aujourd'hui, tu as changé de trajet, tu as fait des trucs comme ça. Ça, c'est ton intelligence et ta volonté qui met un ordre différent dans son action. Et enfin, les choses, un ordre, l'intelligence peut mettre de l'ordre dans les choses qui sont extérieures à elle. Et ça, c'est l'artisanat, l'art, de manière générale. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, fait de la musique, c'est intéressant de faire de la musique. Quand quelqu'un compose, il a tout un tas de variétés de sons pour faire une mélodie. Eh bien, c'est bien son intelligence qui va les ordonner d'une certaine manière pour arriver à une finalité, la beauté, la performance artistique, etc. Bref, n'importe quoi. 4 ordres. La philosophie morale, elle est où? Les deux mêmes, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ouais. Dans le 4e. Ah! Un esthète. Méfiez-vous de cet homme-là. Ce serait de faire de la philosophie morale de l'art. C'est-à-dire que on fabriquerait un ordre dans notre agir de manière esthétique. Eh bien, bon, je vous répondrai plus tard, hein, vous verrez, notamment quand on verra la liberté, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En philosophie morale, nous sommes dans le 3e ordre. Nous sommes dans le fait de mettre de l'ordre dans les opérations humaines, dans notre agir. Alors je vais vous parler de ce qu'on voit un petit peu en psychologie. Lorsqu'on parle de la morale, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de déterminer ce que c'est que la philosophie morale. Alors ça vient d'un psychologue américain qui s'appelle Lawrence Kohlberg. Kohlberg. Et en fait, il va vous exprimer un dilemme qui s'appelle le dilemme de Heinz. H-E-I-N-Z. Je vous le lis. La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d'un instant à l'autre si elle ne prend pas un médicament. Or, ce médicament est hors de prix et Heinz ne peut pas le payer. Il va se rendre néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament, ne fût-ce qu'à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz? Laisser mourir sa femme ou voler le médicament? Là, je vous laisse vous mettre en situation, petit à petit. L'important n'est pas votre réponse, mais le motif de votre réponse. Comment vous argumentez votre réponse? Est-ce que vous pouvez noter, sans votre voisin en a rien à faire? J'en vois des gens qui discutent entre eux. Ah, moi je la laisse crever. Ah, moi, non. Je vous demande de répondre pour vous. D'accord? Et juste noter le pourquoi. Comment vous argumenteriez devant quelqu'un? D'accord? Voilà, notez-le dans votre tête. Hein, voilà. Parce qu'on va distinguer, en réalité, c'est 6 ou c'est... Ouais, c'est ça. 6 stades de morale. Et ça va être intéressant de voir où, spontanément, vous vous placeriez. Petite parenthèse. À nouveau. Un philosophe moral, véritable
philosophe moral, ne fait jamais la morale. D'accord? Vous le notez dans votre esprit. Un philosophe moral ne vous fera jamais la morale. Je ne suis pas là pour dire ce que vous faites, c'est bien, c'est mal. Et vous allez voir, en fait, c'est très compliqué même de simplement répondre à cette question pour soi. Hein. Donc, entendez bien que derrière tout ce que je vais pouvoir vous dire, il n'y a pas de jugement moral. D'accord? C'est important que vous l'entendiez. Et si vous m'entendez commencer à émettre des jugements moraux, ce qui peut arriver puisque je suis un homme faillible, vous le laissez de côté. D'accord? Alors le stade 1. Les réponses possibles au dilemme. Heinz ne doit pas voler, parce que sinon il ira en prison. Réponse 2. Heinz doit voler, car sinon Dieu le punira d'avoir laissé sa femme mourir. C'est le stade 1 qui est lié à une morale selon l'obéissance et la punition. L'enfant, c'est plus un stade infantile. L'enfant adapte son comportement pour fuir les punitions. D'accord? C'est le stade 1. On va le faire autrement. Je porte mon masque. Ah oui, parce que sinon, j'aurai une amende. Je porte pas mon masque. Parce que sinon, tout le monde va me critiquer. Vous voyez ce genre de morale, on a l'impression que la morale est très extérieure, en fait, hein, à la personne. Stade 2. Heinz doit voler, car sa femme l'aimera encore plus après. Heinz ne doit pas voler, car c'est bien pire d'être envoyé en prison par le juge que d'être détesté par sa femme. Le stade 2, il n'est plus « je fuis la punition », mais je recherche la récompense. Je vous donne un exemple. Je rigole à la blague du prof, non pas parce qu'elle est drôle, mais pour me faire bien voir de lui. Tête à claque. Alors ensuite, le stade 3. Heinz ne doit pas voler car le groupe le considérera comme un délinquant, son groupe d'amis. Et Heinz doit voler le médicament car la communauté le considérera comme le sauveur de sa femme. Et alors là, c'est la morale qui est relative au groupe auquel j'appartiens. J'appartiens à un groupe d'amis, à un groupe religieux, à un groupe assez restreint en fait, qui va me juger. Et donc ma morale est liée à la non-acceptation ou à l'acceptation de ce groupe. Stade 4. Heinz ne doit pas voler, car c'est interdit par la loi. Et Heinz doit voler, car les tribunaux ne condamnent pas le vol s'il est justifié alors que la non-assistance à personne en danger est condamnable. Là, c'est le fait d'intégrer les normes sociales. C'est les gens qui vont vous parler tout le temps de l'amour de la loi ou du respect du bien commun. Vous voyez ? Ensuite, stade 5. Heinz ne doit pas voler, car cela menace l'activité du pharmacien et l'approvisionnement futur en médicaments pour tout le monde.
où Heinz doit voler, car le besoin immédiat prime, mais il lui faut se dénoncer après, afin qu'un juge se prononce sur l'indemnisation qu'il devra au pharmacien. Ah, au vu de la tête de certains, je sens qu'il y en a certains qui se situent un peu là. Vous voyez? Bon, on va essayer de trouver un compromis. Hein. C'est ce qu'on appelle le stade du contrat social. La loi doit être respectée, mais il peut exister des conflits entre l'intérêt individuel et la loi. Et donc, il va falloir essayer de trouver des compromis, tout en maintenant le fait que c'est dans l'intérêt de la société de respecter les lois. Et enfin, le stade 6, Heinz ne doit pas voler, car le vol est universellement interdit pour de bonnes raisons anthropologiques et sociologiques. Ou alors, Heinz doit voler, car sauver une vie est plus important que respecter la propriété. Et alors là, c'est le jugement moral qui est fondé sur des valeurs à portée universelle. Vous voyez, on essaye de faire remonter son action à une loi qui s'appliquerait à tous, qui n'est pas que dans le contrat social, qui n'est pas que dans mon groupe, qui n'est pas que liée à la récompense, qui n'est pas... Ce sont des lois morales indépendantes de ma volonté et indépendantes des circonstances. Il y a d'autres stades qui sont un peu en parallèle, qui sont des stades religieux. Parce que là, vous êtes on est en situation laïque, vous voyez. Mais si vous rajoutez à cela de la religion, vous pouvez avoir les mêmes stades au niveau religieux, crainte, récompense, appartenir au groupe, etc., contrat social, etc. Mais se rajoutent aussi certaines règles de type pour la vie future. Voilà. Je n'ai pas de crainte pour la femme, pour ma femme. Heinz n'a pas de crainte pour sa femme, car il sait que le paradis est de l'autre côté. Je ne sais pas, Heinz ne va surtout pas voler, car il risque l'enfer. Heinz ne va pas laisser mourir sa femme parce qu'il risque l'enfer. Vous appliquez ça à tout le monde. D'accord? Bon. Tout ce que vous venez de voir, c'est malheureusement pas de la philosophie morale. Au plus haut degré, donc le stade 6, on est sur de la philosophie morale de type kantienne. Et en fait, est absent, est totalement absent, un concept de tout ce travail de psychologue qui est très intéressant. Hein, au demeurant, je vous invite vraiment à regarder parce que c'est très intéressant. C'est le concept de bien. À aucun moment on se demande quelle est la bonne action que Heinz doit faire ou peut faire. Alors je vous la pose la question. D'après vous, est-ce que Heinz doit laisser mourir sa femme ou est-ce qu'il doit voler le médicament? Oui. Et oui, vous êtes dans le compromis, c'est normal. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que c'est un exemple totalement fictif et donc c'est moi qui décide des règles. Oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles le pharmacien a refusé de donner le médicament? À la limite, on les connaît pas trop, ces raisons. Il fait pas trop confiance à Heinz, peut-être. Je sais pas trop. Ça change quoi? S'il avait refusé juste par mépris, j'aurais volé le médicament, j'aurais un peu cassé la gueule à sa fin. D'accord. Et s'il avait refusé parce qu'il y avait déjà des personnes qui avaient déjà réservé le médicament parce qu'il avait d'autres malades, j'aurais quand même volé parce que j'estime que la vie de ma femme est plus importante. On est d'accord, on est toujours dans un exemple, hein, évidemment.
Pourquoi vous lui auriez cassé la gueule en passant? Si c'est du mépris, c'est-à-dire qu'il n'est pas digne d'être pharmacien, donc un bon retour à la réalité, c'est pas mal. Alors attendez, mais soyons conséquents. Soyons conséquents. Là, vous considérez que le mépris d'un pharmacien doit être résolu en lui cassant la gueule. Si on est dans l'urgence, comme vous avez dit qu'elle pouvait mourir, Tout à fait. Oui, oui. il faut un moyen rapide pour ramener à la réalité. Oui, mais là, vous vous occupez du pharmacien, vous vous en foutez de votre femme à ce moment-là. Non, parce qu'en passant trop dans le médicament, Allez, vous voyez, la première est intéressante. Vous voulez voler parce que voilà, vous considérez que c'est mauvais, mais en plus, le pharmacien semble faire quelque chose de mal, que vous jugez comme mal. Pourquoi vous le jugez mal? Pourquoi un pharmacien n'a pas le droit de mépriser quelqu'un? par rapport à maîtriser quelqu'un, Enfin, est-ce que quelqu'un a le droit de mépriser quelqu'un? ah oui, Ah. quelqu'un a le droit de maîtriser quelqu'un. D'accord. Chacun a lui, Mais tout le monde, sauf le pharmacien, qui lui, pour le pharmacien, et pas en pharmacie, hein, parce que... pharmacien dans l'exercice de sa fonction. Pas le pharmacien, dans l'exercice de sa fonction. Pas n'importe quel. C'est-à-dire Pas n'importe quelle fonction. Quand il donne un smecta, aucun mépris, s'il vous plaît. Par contre, quand c'est un doliprane, là, il peut mépriser, il n'y a pas de problème. que je veux dire que le pharmacien est censé sauver, enfin pas sauver des vies, mais en tout cas donner ou prescrire des composants, des médicaments Ouais, qui sont censés améliorer l'état de santé. tout à fait. Mais si vous n'avez pas l'argent pour acheter ça, lui, vous lui coulez sa baraque. Ouais, mais ça c'est. En quoi c'est méprisant de vous dire non? Non, mais alors, pas le mépris dans le sens vous n'avez pas l'argent de partir, mais le mépris dans le sens votre femme a qu'à crever. D'accord. Juste rajouter Oui, vous avez rajouté un petit truc, on s'est amusé dans la fantaisie, quoi. Mais, non, mais vous avez raison. Mais, non, mais c'est intéressant, parce que vous voyez, tout de suite, la tentation dans un exemple comme ça, c'est de rajouter des petites circonstances pour essayer de s'accrocher à quelque chose. Si en plus il est méprisant, ça m'autorise à lui voler. Donc c'est pas le vol que j'envisage, c'est le rapport que le pharmacien a avec moi. Donc ma morale est circonstanciée au rapport que j'ai avec l'autre. Est-ce que c'est une morale qui peut être tenable? C'est une question. Parce que s'il y a des gens qui sont mal lunés un jour et qui vous disent « Ah, t'es qu'un connard, etc. » et qui le lendemain viennent vous voir en disant « Mais je suis désolé, mais je sais pas pourquoi je t'ai parlé comme ça, je venais de me prendre une amende ou un truc comme ça. » Heureusement que vous lui avez pas pété la gueule sur le moment. Vous voyez? Le pharmacien mal luné, il peut très bien avoir un énorme herpès qui lui fait énormément souffrir, et il y a un gars qui lui dit « Mais ma femme va mourir !» Il ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Vous voyez, on rajoute des circonstances. Alors je vous demande, je vous repose la question, quelle est la bonne action pour Heinz? Ouais. Pourquoi vous rajoutez égoïstement? Ah bah dites par amour. Par amour de sauver sa femme. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est bien, pardon? Parce que s'il s'est marié avec cette personne, sur le principe, il est censé l'aimer. Donc, je sais pas, mais moi, à sa place, je me trouverais la personne avec qui je pense. Ouais, alors je vous ai pas entendu sur la fin de la phrase parce qu'il y a la soufflerie qui s'est mise là. Allez-y. Plus. Je dis qu'à la place de Heinz, je sauverais, en fait, je sauverais mon mari. Ouais. C'est une personne que j'aime, avec qui je partage ma vie, et tant pis par rapport aux lois. Ok, tant pis par rapport aux lois. Donc ok, on n'est pas dans le stade moral légal. Est-ce que le vol est bien? Enfin, du coup, non, parce qu'il est interdit par la loi. Ah non, parce qu'il est interdit par la loi? Si la loi autorisait le vol, vous diriez ouais. Non, c'est juste que si la loi l'interdisait pas, que ça pourrait justifier l'action de Heinz de voler le médicament. D'accord, non mais ça j'entends bien. Mais est-ce que le vol serait bon pour autant? Non? C'est pas une bonne action. C'est pas une bonne action. Non, Donc, en conséquence, c'est une mauvaise action, puisque d'un côté, il va laisser une personne mourir, et de l'autre côté, il va voler un médicament. ah, c'est intéressant, attention. Poussez plus loin, vous êtes sur la voie, mais poussez plus loin. Oui. Dans un cas, s'il vole le médicament, qu'il sauve sa femme, il fait une mauvaise action et une bonne action. Dans l'autre cas, On a le mathématicien qui arrive là. Oui. il ne fait rien, donc il ne fait pas le bien. Dans un cas, il fait le bien et le mal, dans l'autre, il ne fait pas le bien.
Et donc, comme d'une certaine façon, le mal, c'est l'absence de bien, il vaut mieux qu'il sauve sa femme et vole le médicament. Voilà, le truc tortueux pour essayer d'arriver sur ses pattes. Non. Face à un juge, ça marchera pas, cette affaire. Hein. Le mal étant une privation de bien, s'il s'abstient, il fait le mal. Attention, tu peux très bien buter ton voisin. Si tu t'abstiens de le faire, c'est pas parce que tu n'agis pas que tu fais le mal. Et il faut bien comprendre un truc. Par contre, j'ai bien aimé, parce que tu étais sur une voie là. Dans un cas, il agit. Dans un autre, il agit pas. Ok, je vais vous donner un autre exemple qu'on sort tout le temps en philosophie morale. Tu as un train qui est pris en otage. Et sur les rails, il y a une bifurcation. D'un côté, il y a 30 enfants qui sont attachés sur les rails. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de l'autre, tu as un homme seul sur les rails attaché. Et là, le terroriste est là, avec un flingue sur ta tempe, et il dit, vas-y, c'est toi qui choisis. Soit tu tournes le bouton, et ça va vers les enfants, soit tu fais rien, et ça va vers l'homme. Quelle est la bonne décision? Ouais. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, super. Déjà, on part du principe que, a priori, ça va mal finir cette affaire quand même. Oui. On peut pas freiner, non. Oui. Le mathématicien, super, on y arrive. Manque de bol. L'homme en question, c'était un gars qui était en train de développer un remède contre le cancer du sida. Voilà. Un truc grave. Voilà. Ouais. Si on part d'une conception utilitariste, sur le coup... Non, je m'en fous de si on part de quelle utilisation. Dis-moi ce que tu fais. Au niveau d'utilité, il vaut mieux tuer une personne et en vertu du droit naturel... Oh oh allez. C'est parti. Naturellement, l'homme il va être amené à plus tuer une personne que 5, parce que vaut mieux porter atteinte à la vie d'une seule personne, enfin une seule personne que 5 autres. Ah. Ouais. C'est toujours un jeu de rapport entre un choix et enfin, le bien qui procure parce que Attendez, parle plus fort. c'est toujours un jeu de rapport entre quel bien est le plus important. Quel est le bien le plus important? Par exemple, quand on dit le bien est, enfin le vol est mal ou le mal est bien, à partir du moment où le petit mal fait un plus grand bien, on peut plus dire que c'est un mal. Donc dire que le vol est mal, déjà en soi c'est une erreur. On peut dire que ça dépend des cas. Et donc là, dans le cas où 31, c'est en fonction de ce qu'on sait du moment. Et donc si on sait juste un homme et 30 enfants, ce serait 30 enfants parce que le bien... Personne ne vous entend, il faut parler plus fort. Là, la réponse de votre ami, c'est que ça va dépendre de la connaissance que je vais avoir. Si je ne sais pas qui sont ses enfants, je ne sais pas qui est ce gars, finalement, tout va dépendre un peu de cette circonstance-là. Ouais. Bon, on part du principe qu'on ne connaît pas ces personnes, sinon ça biaise l'expérience. Ouais, alors on va dire autre chose. En fait, c'est votre mari qui est à côté ou c'est votre femme qui est à côté. 30 enfants inconnus et votre mari ou votre femme. Alors la sagesse, c'est évidemment de sauver les enfants. Et nos sentiments... La sagesse, c'est de sauver les enfants. Je répète ce que vous dites. Hein. Ouais. Et les sentiments feront qu'on aura envie de sauver notre femme. Et les sentiments, par contre, feront qu'on aura envie de sauver notre femme. Parce que la sagesse nous dirait bute ta femme. Le plus tôt possible, d'ailleurs. Ouais. Mieux vaut balancer sa femme. Non, vaut mieux balancer sa femme, ouais. C'est comme par exemple, une femme enceinte qui va perdre son bébé. On dit soit elle essaie quand même d'accoucher, mais elle risque de mourir. Ouais. Tout à fait, c'est le même dilemme. C'est un peu la même question qu'on se pose, est-ce qu'on sauve le bébé ou est-ce qu'on sauve sa femme? Tout à fait. Oui, attendez, c'est hyper drôle. Vous voyez, comme vous êtes, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer dans la question. Qui m'expliquent en quoi c'est une bonne question, d'un point de vue égoïste, d'un point de vue utilitariste. Finalement, tout dépend de la connaissance qu'on a. T'es dans le train, bon sang. Tu peux pas commencer à dire... Alors, d'un point de vue utilitariste, clairement, monsieur, pardon, hein, excusez-moi. D'un point de vue utilitariste, si je vais à droite... Non, prenons en compte qu'est-ce qui est bien, là. Ouais. Je pense
que si on se met à la place de cette personne, Ouais. le bien voudrait qu'il tue sa femme, mais intuitivement, de par ses sentiments qu'il éprouve pour cette personne, et il n'éprouve pas de sentiments pour les autres, de par les sentiments qu'il va éprouver pour cette personne, il ne va pas la tuer. Ok. Mécaniquement, il va en être incapable. Je vais vous aider. C'était votre camarade qui vous avait donné la solution là, tout à l'heure. Il l'a pas vu la solution. Parce qu'il est parti dans un truc privation du bien et compagnie là. Mais il y avait. Oui. En fait, il faut qu'il appuie sur le bouton pour orienter vers l'écran des enfants. Comme ça, il aura fait un bien. Non. Ça partait tellement bien. Et dans le décor juste après. Non. Qui agit? Posez-vous la question. Dans un cas, on vous demande de faire quelque chose, dans un autre cas, vous ne faites pas quelque chose. Qui est responsable de votre action? D'accord? Celui qui vous met le flingue, ce n'est pas vous qui allez buter votre femme. Ce n'est pas vous qui allez buter votre femme. Lui, il l'a déjà mis sur les rails. Par contre, si vous poussez le bouton pour tuer les gosses, c'est vous qui tuez les gosses. Dans un cas comme dans l'autre, vous allez vous suicider après, vraisemblablement. Mais dans l'action qui est faite, réfléchissez bien. Qui fait quoi? Dans le cas de Heinz, je laisse ma femme mourir ou je vole? Là, il y a plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas? La deuxième question, c'est qui est plus grand entre le bien matériel et le bien vital? Mais donc, c'est la question du bien qui est en avant. Et je peux vous assurer, pardon, je vous ai vu tous les deux, je peux vous assurer que vos dilemmes moraux ne seront jamais entre un bien et un mal. Jamais, jamais, jamais. Dans votre vie, ce sera toujours entre deux biens qu'il faudra choisir. Regardez Parcoursup. Certains n'ont pas eu le choix, mais ceux qui ont le choix, il faut choisir entre deux biens. Et votre question, c'est lequel est le meilleur? Le plus utilitarisme, bon là pour le coup pour des études ça marche. Le plus égoïste, le plus machin. Bon, faut réfléchir à ça. Oui, et après oui. Oui. Mais si on ajoute le facteur du suicide après, est-ce que dans ce cas-là, il n'y aurait pas une troisième option de se révolter contre le choix qu'on nous impose? Tout à fait. Et d'essayer de se révolter et peut-être mourir. Merci. Voilà. Merci. Il y a un flingue sur votre tempe, et ben vous lui dites vas-y. Vas-y. Bute-moi. Ou alors vous prenez le flingue, vous essayez de vous battre. Bon, vous êtes nul donc vous mourrez, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire plein de choses. Je vous dis, en fait, très clairement, avec cet exemple, je vous ai piégé. Parce que l'exemple de Heinz, du train, du machin et tout ça, ce ne sont pas des exemples réalistes. Parce qu'il vous manque énormément de circonstances, énormément de critères que l'on ne peut pas dire dans une histoire, dans un énoncé, en fait. Vous avez dit tout à l'heure, si le pharmacien est méprisant, oui d'accord, si le pharmacien est votre frère, si le pharmacien est, je sais pas, quelqu'un qui veut la mort de votre femme, si c'est le pharmacien... Il y a plein de possibilités, vous voyez, dans ce pharmacien. Si le médicament, en fait, il y a un lobbying complet des grands groupes pharmaceutiques pour faire en sorte qu'il coûte des centaines de milliers d'euros, alors qu'en fait, il n'est pas cher à produire. Et ainsi, il y a plein de circonstances possibles. Et donc, aucun choix moral, ne va être déconnecté de ces circonstances. On y reviendra. Mais vous voyez, tout ce qu'on vient de faire, non pas de savoir quels étaient les stades de morale à laquelle on était, mais de savoir ce qui était bien à faire, là, on est dans la philosophie morale. Vous voyez, là, on est dans la philosophie morale. On va pas tarder à faire une pause. On va passer à la partie « Qu'est-ce que le bien ?» Là, on a fait les deux parties qui étaient le plus rapides. Maintenant, on va approfondir. Pause. On se donne rendez-vous à 58, pardon. Abonne-toi Free Poulet, hisse la grande voile.
pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large. Mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large. Mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP.